L'actualité en 13 pages avant le développement, voici les titres. Bilan satisfaisant de l'exécution du contrat de désendettement et de développement C2D. Le gouvernement ivoirien et la partie française se sont rencontrés. Après avoir fait le point du C2D, ils ont posé les bases d'une sortie maîtrisée du dispositif à l'horizon 2030. Une rencontre s'est tenue sous les regards du Premier ministre. Il sera question de violences basées sur le genre dans cette édition. Face au nombre croissant des VBG, la Maison des femmes d'Adiaké est une réponse concrète. L'idée est de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Inauguré hier, ce centre donne un nouvel espoir aux victimes. Coup d'œil sur les réalités des VBG dans quelques instants seulement. Et puis la Côte d'Ivoire se souvient d'un moment douloureux de son histoire. Une stèle pour les victimes des crises post-électorales de 2010-2011. Une cérémonie d'hommage à ces victimes, à Bobo et à Yopougon, pleine d'émotions. La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté a procédé à l'inauguration de cet espace dédié à la mémoire et aux souvenirs. Bonsoir à tous. La Côte d'Ivoire et la France sont satisfaites de l'exécution du C2D, le contrat de désendettement et de développement. Les deux parties ont dressé le bilan des actions réalisées. Ils annoncent de nouveaux projets. Marie-Chantal Akanda. Transformer la dette en levier de développement, c'est le pari réussi du contrat de désendettement et de développement C2D. À mi-parcours de sa troisième phase, la Côte d'Ivoire et la France affichent leur satisfaction. Je voudrais renouveler les remerciements de la partie ivoirienne pour cette proximité que nous avons su développer grâce à la bonne volonté qui anime les deux parties. La Côte d'Ivoire devrait constituer un ancrage pour le succès de la coopération entre votre grand et beau pays et l'Afrique, et notamment l'Afrique au sud du Sahara. Cet ancrage est modélisé par le CDD qui donne l'assurance que cette coopération est une coopération de proximité. Réunis ce jour à la primature pour la restitution des assises, ouvertes depuis le 7 avril dernier, les deux partenaires ont passé en revue les avancées majeures réalisées depuis 2012. Nous apprécions au plus haut niveau les études qui seront conduites pour voir l'impact du CDD dans les tissus sociaux. Il y a un impact réel. Et nous tenons à ce que cette étude mette en évidence la qualité de ce que le CDD apporte aux populations ivoiriennes. La qualité de la perspective que nous dessinons ensemble. Cette coopération doit être très dynamique et nous souhaitons qu'elle soit la meilleure possible. Depuis le lancement du programme, la Côte d'Ivoire a remboursé 1 740 milliards de francs CFA. Des fonds entièrement réinjectés dans plus de 45 projets à travers le pays. Le troisième C2D affiche aujourd'hui un taux d'engagement de 78% et les dernières conventions sont attendues d'ici la fin de l'année. On a vu tout au long de cette semaine l'évolution en quelque sorte des projets qui ont été menés avec de plus en plus des projets qui sont intégrés dans les ministères, qui sont portés de plus en plus par vos équipes. Et cette transition, je crois, est extrêmement importante. Nous allons vers la fin progressive de ces tranches de C2D. Les projets, certains sont encore à lancer, mais il est important de réfléchir à la suite et cette transition, notamment par les financements programmatiques, par les appuis budgétaires en complément des projets. On a aussi beaucoup parlé cette semaine des compétences qui ont été acquises par l'ensemble de vos équipes et qui vont permettre de pérenniser les projets. Et la Côte d'Ivoire a su investir tout en maîtrisant son endettement. Les deux parties ont convenu de renforcer la mesure de l'impact social et économique des réalisations. Et voici une action qui va impacter positivement les populations, notamment la gente féminine. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a inauguré hier la Maison des femmes d'Adiaké, un centre d'accueil pour les femmes victimes de violences basées sur le genre. Fatou Fofana, Dramé Lamine. Des témoignages émouvants, il y en a eu lors de cette rencontre dédiée à la protection de la femme à Adiaké. Oui, j'ai vraiment rencontré ce couteau brûlant.
L'excision a créé en moi une fragilité émotionnelle qui sera exploitée pendant 7 ans dans un mariage toxique et très violent. Oui, j'ai pour habitude de dire, parce que je n'ai plus de nom pour cette personne, j'ai juste appelé le cousin de Lucifer. Ce que j'ai compris, c'est que la violence ne connaît pas de diplôme, ni de statut, ni de couleur de peau. Mais je sais juste qu'elle abîme l'âme. Et aucune femme n'est à l'abri de cette violence. Elles ont choisi de briser le silence face à ces mutilations génitales féminines, à ces violences psychologiques, physiques et sexuelles qui résistent au temps et qui donnent même l'impression de se transmettre de génération en génération. J'ai grandi dans un environnement difficile où ma mère subissait des violences conjugales. Je me suis mariée très jeune, mais malheureusement, mon foyer n'a pas été un arbre de paix que j'espérais. C'était une gifle, des engueulades. J'ai été battue, violentée. Les raisons étaient nombreuses. L'alcool, les conflits familiaux, l'incompréhension. J'avais même honte d'en parler. À l'époque, comme je l'ai dit, il n'y avait aucun centre d'accueil. Les parents nous conseillaient souvent de supporter pour éviter le scandale et surtout la honte. Alors j'ai supporté. Jusqu'au jour, un jour, a failli m'ôter la vie. Je suis restée 3 jours dans le coma et à mon réveil, j'ai compris que je ne pouvais plus continuer. J'aurais pu mourir ce jour-là et ne plus exister. Dieu m'a gardée en vie. Mais ça a été une thérapie pour moi de dire ce que j'ai vécu. De mon enfance jusqu'au mariage, ça n'a pas été évident. Des amis, des Yasmina, il y en a des milliers, voire des centaines de millions dans le monde. Pour l'année 2024, la Côte d'Ivoire dénombre plus de 9000 cas de violences basées sur le genre, répertoriés et pris en charge, à savoir 920 cas de viol, 2030 agressions physiques, 25 mutilations génitales féminines, 153 mariages forcés, 287 agressions sexuelles, 1798 violences psychologiques ou émotionnelles, 4394 dénis de ressources et de moyens. Je vous donne lecture de ce communiqué émanant de la Commission électorale indépendante CEI. La Commission électorale indépendante CEI invite les confessions religieuses à une importante réunion d'information et d'échange sur le processus électoral le mercredi 16 avril 2025 à 10h précises à Cocody de Plateau Latry Event. Notez bien, chaque organisation est priée de se faire représenter par 2 personnalités. Pour toute information complémentaire, prière de contacter le secrétariat permanent de la CEI au 27 22 40 09 90. Le présent communiqué tient lieu d'invitation officielle fait à Abidjan le 11 avril 2025. Je vous le dis en titre, une stèle dédiée aux victimes de la crise post-électorale de 2010 à 2011. La ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a procédé à l'inauguration de cet espace. Une cérémonie d'hommage à ces victimes à Abobo et Yopougon, pleine d'émotions. Michel Mambo. 11 avril 2025. 14 ans après la crise post-électorale, les souvenirs toujours vivaces dans les mémoires des victimes et des parents de victimes. Dans le processus de réparation, l'inauguration ce vendredi de 2 stèles. Nous sommes là pour dire merci à l'État de Côte d'Ivoire d'avoir mis en place les structures et des institutions pour la réparation des victimes. Des œuvres mémorielles réalisées avec l'appui de la CPI, la Cour pénale internationale, à travers son fonds au profit des victimes. L'État de Côte d'Ivoire s'est engagé dans un processus visant réparation aux victimes. Et le fonds au profit des victimes a contribué à cet effort. Pour se souvenir et dire ensemble, plus jamais ça. Une double cérémonie empreinte d'émotion.
D'abord à Abobo, rond-point Anador, pour découvrir la première stèle baptisée de l'ombre à la lumière. Le lieu pour la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, d'appeler à tourner définitivement le dos à la violence et à s'inscrire résolument dans la dynamique de la cohésion. Toutefois que nous passerons ici, nous devons regarder cette œuvre qui doit nous rappeler l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas venus réveiller ce qui s'est passé. Nous sommes venus dire que nous avons un passé dont nous devons nous souvenir parce que nous sommes en année électorale, dont nous devons nous souvenir pour ne plus revivre ce que nous avons vécu. Nous devons œuvrer pour que la paix soit la chose la mieux partagée. Cohésion, paix, tolérance, les maîtres mots également du maire de la commune d'Abobo, Kandia Kamara, surtout à l'orée des échéances électorales futures. Chères victimes, chers parents de victimes, certes, vous avez souffert et perdu des êtres chers. Il n'est pas facile d'oublier. Mais je vous demande de pardonner à vos bourreaux et de vous inscrire résolument, comme vous l'avez déjà fait, dans l'élan de solidarité et de pardon prôné par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara et son gouvernement. Cap ensuite sur la commune de Yopougon, quartier Yaosei, où la deuxième stèle, elle baptisée Résilience, est dévoilée. Bientôt, d'autres œuvres mémorielles seront érigées dans les régions du Guemon et du Cavali en mémoire des victimes de ces localités. Voilà, il faut donc préserver la paix qui est, comme on le dit, une seconde religion. En religion, justement, le Conseil suprême des imams, organisations et structures sunnites a exprimé sa reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Les responsables du CODIS expriment leur gratitude pour le soutien pendant le mois du Ramadan. Pargasso reconnaît Noussangaré. Le mois béni de Ramadan rime avec élan de générosité et de solidarité. Le chef de l'État Alassane Ouattara et son gouvernement ne sont pas restés en marge de cette dynamique sociale. Les responsables du CODIS, Conseil des imams sunnites, l'une des fêtières bénéficiaires de ce geste de portée sociale de la part du président de la République, sont reconnaissants. Mon message est un message de gratitude à l'endroit de l'ensemble des autorités politiques de ces pays, avec à leur tête Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Nous avons bénéficié de leur intention soutenue au cours de ces mois bénis. En plus de la marque de gratitude aux donateurs, Moussa Farouk Fadiga, président du CODIS, a invité la communauté musulmane dans son ensemble, les acteurs politiques, mais aussi les fidèles et les hommes de Dieu des autres obédiences religieuses à être de véritables artisans de paix pour une Côte d'Ivoire prospère et plus harmonieuse. Mon message est un appel à la pacification des discours, à l'acceptation du dialogue sur le point de divergence entre les acteurs politiques. Cette rencontre annuelle des membres du CODIS s'inscrit dans le cadre de la présentation des vœux islamiques des fidèles du CODIS à leur guide, Moussa Farouk Fadiga. Louanges, prières et bénédictions pour une élection présidentielle apaisée en octobre, des temps forts de cette rencontre de reconnaissance. Au chapitre sécurité, la police nationale renforce ses effectifs. 1909 élèves sont sortis de l'école de police Amadou Koulibaly de Korongo. La 4e promotion de sous-officiers a reçu ses épaulettes. Ami Sissoko. Ce vendredi, l'école de police Amadou Koulibaly à Korongo a célébré avec ferveur sa 4e promotion de sous-officiers. Parmi les 1917 élèves initialement inscrits, 1909 ont été jugés aptes à rejoindre la police nationale, dont 402 femmes. La remise officielle des épaulettes, symbole de leur intégration, a marqué l'aboutissement de 2 années de formation rigoureuse, tant militaire que policière. L'émotion était palpable parmi les nouveaux sous-officiers, entourés de nombreux parents, amis et cadres du Poro, venus les soutenir en ce moment décisif de leur carrière.
Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d'armée Vagondo Diomandé, a exhorté les nouveaux sous-officiers à être des modèles de dévouement et d'intégrité. En hommage à feu Jean-Luc Djaligatito, un sergent stagiaire tragiquement décédé à Djamé dont la promotion porte le nom. Chers élèves sous-officiers, aujourd'hui, en recevant vos épaulettes, vous faites le serment solennel de servir la République avec honneur. Vous êtes désormais appelés à veiller sur nos institutions. Vous êtes désormais appelés à protéger les Ivoiriens dans toute leur diversité, tout en respectant les droits humains et le code de déontologie policière. En tant que parrain de la promotion, le ministre des Transports, Amadou Koné, a également encouragé ses filleuls à toujours aspirer à l'excellence dans leur travail. Il a insisté sur le rôle crucial qu'ils joueront dans la sécurité nationale. Le métier de policier qu'ils ont choisi est très noble, mais extrêmement exigeant. Il s'agit de servir, comme l'indique la devise de la police nationale. Servir notre pays avec dévouement, intégrité et parfois jusqu'au sacrifice suprême. L'uniforme est un symbole de l'autorité de l'État. Il engage par conséquent au respect des institutions. Avec un taux de réussite de 99,63%, cette promotion a pour major Stéphane Yaoyao qui a obtenu une moyenne supérieure à 15. Cette journée a non seulement célébré la fin d'une formation, mais aussi le début d'une carrière dédiée au service public et à la protection des citoyens. Voilà, l'État assure la protection des Ivoiriens, mais contribue aussi à l'éducation pour tous, raison pour laquelle le dialogue se poursuit pour ramener le calme dans le secteur éducation-formation. La ministre de l'Éducation nationale a rencontré les organisations syndicales non signataires du préavis de grève. Ahmed Traoré. Ils sont au nombre de 16 organisations syndicales non signataires du préavis de grève qui ont tenu à être reçus par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Ce pour avoir réussi à rétablir le dialogue et contribuer activement à la décrispation suite au mouvement de grève initié dans le secteur de l'éducation par certains syndicats. Madame la ministre de l'Éducation nationale a bien voulu nous donner des informations, les dernières informations, et elle nous a informé de ce que tous nos camarades qui avaient été arrêtés sur ces efforts avec l'ensemble de ses collaborateurs, les ministres. Aujourd'hui, la plupart ont pu être libérés. Donc, c'est un remerciement que nous voulons transmettre particulièrement à notre ministre, mais au-delà, à tout le gouvernement. Je voudrais leur dire merci. Merci de s'être démarqué par rapport à cette crise qui secoue l'école. Merci d'avoir choisi la voie du dialogue. Mais je les ai surtout encouragés à la cohésion. La cohésion avec leurs frères, leurs collègues signataires de la grève. L'objectif est le même. La crise est passée au nom de la cohésion, au nom de l'école ivoirienne, au nom du droit à l'éducation, au nom du droit à la liberté syndicale, qui se mettent ensemble et qu'on ait une seule voix, et de cette seule voix-là, que nous puissions avancer pour la réussite des examens à grand tirage qui commencent. Au terme de cette rencontre, Maria Toukoné a annoncé la tenue d'un séminaire pour élaborer un chronogramme, toujours dans le souci de concilier le droit à l'éducation des enfants et la liberté d'exercer les droits syndicaux. Voilà, une rencontre similaire cette nuit, cette fois avec le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Kofi Nguessan. Le point de Issa Yeo. L'école est d'une importance capitale. Le droit à l'éducation est important et même capital. Et quand l'école va bien, tous ceux qui ont participé à faire en sorte que l'école retrouve ses normes, il était important pour nous de venir leur dire merci, mais aussi leur dire que nous leur faisons confiance pour le dossier pour lequel l'école a connu quelque temps des perturbations, à savoir
l'octroi d'une prime. Nous disons de lui transmettre nos remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République. En l'espace de quelques années, les efforts sont incroyables dans le domaine de la formation professionnelle. L'idée, en les recevant aujourd'hui, c'est d'encourager le maintien de la sérénité, le maintien de la paix dans notre sous-secteur, qui est le secteur aujourd'hui qui a permis à certains pays, notamment les pays asiatiques, les pays de l'Asie du Sud-Est, d'avoir une main-d'œuvre qualifiée. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir soutenir nos syndicats. Lorsqu'il y a ces perturbations, on n'est pas seul. Il y a nos partenaires aussi qui regardent et nos partenaires aussi qui refusent aujourd'hui les diplômes délivrés par notre système éducatif. Et donc, l'idée, c'est vraiment de les encourager. Mais je voudrais profiter de ce micro pour saluer l'implication si personnelle du Premier ministre, M. Robert Begré-Mambé, qui a donné des instructions aux membres du gouvernement en charge du secteur éducation-formation notamment, et à Madame la ministre d'État, ministre de la fonction publique. Je crois que grâce à leurs interventions, aujourd'hui, la situation est redevenue normale. Moi, je voudrais encourager les enseignants à privilégier la négociation. Autre volet de l'actualité, c'est un soulagement pour les collectivités. L'agence de gestion des déchets remet du matériel à 11 communes de l'intérieur du pays. Un appui d'une valeur de 800 millions de francs CFA que les bénéficiaires saluent. Grâce Kando. 11 communes de l'intérieur du pays reçoivent du matériel de salubrité d'une valeur de près de 800 millions de francs CFA. Cette initiative de l'ANAGED, l'Agence nationale de gestion des déchets, va permettre à ces collectivités locales de gérer au mieux leurs déchets en vue d'un environnement sain. Cette structure, dès sa mise en place, a toujours accompagné les maires. Et nous ne pouvons qu'être heureux, chacun de nous connaît la problématique des ordures et des déchets dans nos communes. Donc aujourd'hui, recevoir ce matériel pour que nous venions soulager un tant soit peu nos parents, nos populations, ça ne peut être qu'une joie. Nous disons merci infiniment au président de la République pour ce qu'il fait pour le bonheur de nos communes et par ricochet nos populations. L'action s'inscrit dans le cadre du programme d'appui aux collectivités. En plus des 11 villes bénéficiaires, 71 autres en avaient déjà reçu, soit un total de 82 communes au titre de l'année 2024. Pour 2025, nous innovons avec un projet communautaire de type TIMO, axé sur l'économie circulaire, créant emplois locaux et valorisant des déchets. Ce projet novateur créera des opportunités d'emplois locaux tout en valorisant nos déchets, transformant ainsi un défi en opportunité. En plus du matériel offert, l'ANAGED a mis en place un accompagnement adapté à chaque commune avec des séances de formation sur l'utilisation des engins et leur entretien. Un autre sujet maintenant, les établissements publics hospitaliers créés depuis 2019. Le ministère des Finances et du Budget y nomme des contrôleurs budgétaires. La gestion du volet financier de ces EPH était au cœur d'une rencontre à Yamoussoukro dont nous parle Kader Sogodogo. Ils sont contrôleurs budgétaires et agents comptables. Ils viennent d'être mutés dans le cadre de la réforme du système sanitaire dans les 21 établissements publics hospitaliers régionaux. Pour mener à bien leur mission, la Direction générale du budget et des finances renforce leurs capacités. Et nous sommes ici pour aider donc les directeurs qui ont été nommés à réussir leur mission dans le nouveau contexte qui leur est donné, en leur présentant les différents textes, en leur expliquant cela, en leur montrant les directives dans ce qui concerne le cadre de la gestion des finances publiques dans le contexte des établissements publics hospitaliers régionaux. Avant, les directeurs n'étaient pas très à l'aise pour pouvoir régler des urgences au niveau des hôpitaux, ce qui créait un peu de récriminations auprès des usagers. Maintenant, l'ordonnateur qui est le directeur va travailler concomitamment avec un assistant comptable et un contrôleur budgétaire pour que toutes les procédures de l'orthodoxie financière soient réglées, mais en même temps, ça va permettre une célérité dans les décaissements et dans la prise en charge de certaines dépenses de fonctionnement. La gestion budgétaire des établissements publics hospitaliers, c'est le thème de cette rencontre qui va durer 4 jours à Yamoussoukro.
au bout la bonne utilisation de l'argent public pour un système sanitaire performant et de qualité. On s'arrête en politique avec ces nouvelles adhésions de militants du PDCI RDA au RHDP. Aka Anojo et Youssouf Balogun ont affirmé leur appartenance au RHDP au cours d'une cérémonie en présence du secrétaire exécutif Ibrahim Cissé Bakongo. Souleymane Donsongo. Ils reçoivent les attributs qui font d'eux des membres à part entière du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Aka Anojo et Youssouf Balogun, tous deux membres du bureau politique du PDCI RDA et proches du docteur Emou Sylvestre, font la présente déclaration. Nous avons l'honneur de déclarer solennellement en ce lieu notre adhésion au RHDP, le plus grand et le mieux structuré des partis politiques de Côte d'Ivoire, pour dire 1000 fois merci à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire et président du RHDP, pour tout le travail effectué de 2011 à 2025. Déterminé à assurer la vitalité du parti, le secrétaire exécutif du RHDP, Ibrahim Cissé Bakongo, qualifie cette rencontre de retrouvailles entre oufouettistes. Chers amis, je voudrais vous dire que nous sommes heureux de vous recevoir. Vous êtes dans une maison accueillante. Vous avez fait le bon choix. Ne vous laissez pas distraire. Quand vous restez oufouettiste, quand vous décidez de passer d'un oufouettisme pâle pour venir au vrai oufouettisme. Cette nouvelle vague d'adhésion des militants du PDCI RDA au RHDP est la deuxième du genre en moins d'une semaine. On reste en politique. Le candidat centriste Nyambo Kakou déclare sa candidature à la présidentielle d'octobre 2025. Il veut placer la Côte d'Ivoire parmi les 25 premières puissances économiques au monde. Il prône le Made in Côte d'Ivoire. Ahmed Traoré. Pour Nyambo Kakou, la seule façon de changer les institutions du pays et de parvenir au pouvoir d'État est de participer massivement à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Il a pour ambition de placer la Côte d'Ivoire parmi les 25 premières puissances économiques du monde d'ici 25 ans. Pour atteindre cet objectif, il se porte candidat pour le scrutin présidentiel à venir. Nous allons injecter de l'argent public pour construire notre industrie afin que nos enfants, nos petits-enfants trouvent du travail. Chez nous, il y a 60 ethnies. Chez nous, c'est le multiculturalisme. Ces institutions ne vont pas à la Côte d'Ivoire. À cause de ces institutions, le taux d'investissement en Côte d'Ivoire est très faible. Au cours de cette rencontre avec ses militants, il a signifié que les deux grands défis auxquels la Côte d'Ivoire doit faire face sont l'emploi des jeunes et la réconciliation nationale. Comment compte-t-il séduire les Ivoiriens? À ce propos, il réplique en soutenant qu'il ira partout en Côte d'Ivoire pour présenter son programme de gouvernement. Programme illustré dans un livre qui comporte 33 projets. Et sur le continent, demain samedi, les Gabonais sont appelés aux urnes pour élire le futur président de la République. Un scrutin qui va marquer la fin de la transition de 18 mois après le coup d'État. 8 candidats sont en lice, parmi lesquels le général Brice Clotaire Oligui Nguema et l'ancien Premier ministre d'Ali Bongo, Alain-Claude Bilibinze. Alexis Ouedraogo est notre envoyé spécial à Libreville. Le Gabon s'apprête à tourner la page de sa transition. Quelques 800 000 électeurs devront ce samedi départager 8 candidats, parmi eux le général Brice Oligui Nguema au pouvoir depuis août 2023 et Alain-Claude Bilibinze, dernier Premier ministre d'Ali Bongo. Cette élection apparaît un peu comme l'élection de 1993 après la conférence nationale. C'est-à-dire que nous avons vécu des événements graves dans le pays. Et aujourd'hui, c'est une élection qui nous permet de sortir d'une période de transition. Durant ces semaines de campagne, les candidats, dont la seule femme en lice, Zenaba Linga, ont travaillé à se faire connaître des populations en jouant leur va-tout. En 2023, je n'avais pas voté. Mais l'année-là, je dois voter. Pour être candidat conformément à la loi, Oligui Nguema avait renoncé à son statut de militaire. Transfuge du PDG, il s'est engagé pour une gouvernance sans corruption.
Et justement, pour ce scrutin, plus d'une quarantaine de missions d'observation sont accréditées au grand bonheur de la diaspora, celle vivant en Côte d'Ivoire particulièrement. Je suis venue pour récupérer ma carte d'électeur et pour aussi faire une procuration parce que je vais voter aussi pour une autre personne qui se trouve en Côte d'Ivoire, mais très loin de la ville d'Abidjan. Ça montre que malgré que nous sommes à l'extérieur, nous nous préoccupons de tout ce qui se passe au niveau de notre cher pays, le Gabon. Et puis c'est une nouvelle phase pour nous après une transition de moins de 2 ans. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue ce samedi, un second tour sera organisé à date fixée par la Cour constitutionnelle. Notons que le président gabonais est élu pour un mandat de 7 ans, renouvelable une seule fois. Et puis on termine avec du football et cette bonne nouvelle pour notre pays. La Côte d'Ivoire qualifiée pour la demi-finale de la CAN U17. Les éléphants retrouvent les lions du Maroc. Ils ont éliminé ce soir le Sénégal au tir au but. Merci de votre attention. C'est tout pour ce 23h. Dieu nous garde. Bonsoir.